Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, ravi de vous retrouver ce matin pour un autre numéro de Bonjour le Faso. Cette semaine, vous le savez, nous nous intéressons à l'histoire du Dîme de l'Obsom ou encore Nabakoutou, le roi fer, et nous allons vous proposer le témoignage sur l'homme tout à l'heure. La revue de presse est présentée ce jour par Alphonse Ouidrago que nous allons retrouver et tout à l'heure. Et dans la rubrique invité du jour, nous serons avec un journaliste professionnel. Il s'agit donc de M. Idrissa Birba qui sera là pour nous parler donc de son journal en ligne, mais surtout aussi de l'actualité en lien avec le travail de la presse aujourd'hui. Et plus tard, on recevra la BCLCC pour parler notamment des arnaques liées aux ventes en ligne. On en parlera tout à l'heure aussi. Merci de nous suivre, merci de nous renouveler votre fidélité. Nous débutons l'aventure avec la première rubrique, c'est à la découverte d'eux. Et nous partons à la découverte, bien sûr, de Dîme de l'Obsom cette semaine. Le témoignage que nous vous proposons est de Maître Frédéric Titenga Passeri qui nous parle de l'homme. On écoute et on revient. Une année, un chef coutumier vient chez moi et il dit « Je suis Naba Tanga de Sow ». Dîme de l'Obsom, c'est mon père, entre guillemets. Mais je porte à votre connaissance que Dîme de l'Obsom n'a pas eu d'enfant. Il a été attaqué par les sorciers. Il a écrit un livre sur les sorciers, le secret des sorciers noirs. Les sorciers ont dit, on t'a donné des précisions sur la sorcellerie pour que tu gardes pour toi, Africain comme nous. Tu as pris ça pour montrer aux Blancs. Tu vas mourir sans avoir d'enfant. Dîme de l'Obsom a pris une femme, pas d'enfant. Il a pris une deuxième femme, pas d'enfant. Il a pris une troisième femme, pas d'enfant. Quand Dîme de l'Obsom mourait, lui-même, à 40 ans, il avait 11 femmes. Il n'a pas eu d'enfant. Et donc, c'est tout un problème. Et Naba Tanga qui dit, c'est moi le chef actuel de la famille de Dîme de l'Obsom. Je suis le fils aîné, prince héritier, petit frère qui est devenu chef de Sow après lui. Et la famille est divisée. Une partie sur... Et je ne voudrais pas mourir sans que la famille soit réconciliée. Et il y a beaucoup de problèmes autour de Dîme de l'Obsom. Je viens vous voir. Faites des enquêtes. La famille est à votre disposition. Faites des enquêtes. Faites tout. Venez où vous voulez dans le royaume. Rencontrez qui vous voulez. Mais faites en sorte que quand je vais mourir, la famille aura retrouvé son unité. Et voilà comment je me suis retrouvé sur une piste et des plus importantes, puisque c'est le chef même de Sow, père coutumier de Dîme de l'Obsom, parce que lui, il est le fils du petit frère, même père, même mère. C'est d'ailleurs le seul petit frère de Dîme de l'Obsom. Et j'ai commencé mes enquêtes. J'ai été à Sow plusieurs fois. J'ai rencontré 2, 3 femmes qui étaient là. Et tout s'est très bien passé. Il y a son grand frère, le petit frère, un autre petit frère, mais pas de même mère. Un autre petit frère de Dîme de l'Obsom. Dîme de l'Obsom nommé. En fait, son grand frère a été nommé avant lui, chef de Sow. Mais Dîme de l'Obsom, prince héritier, du fait qu'il a eu des problèmes avec tout le monde, a commencé avec le gouverneur. À l'époque, 1940, la Haute-Volta n'existait pas. Créée en 1919, supprimée en 1927, la Haute-Volta allait être reconstituée en 1947. Donc en 1940, la Haute-Volta n'existait pas. Et pour la petite histoire, je porte à votre connaissance que Manéga, c'était la frontière nord de la Côte d'Ivoire. Donc Ouagadougou faisait partie de la Côte d'Ivoire. Et tout, au-delà de Manéga, c'est le Soudan français, aujourd'hui Mali. Et tout. Alors donc, la Haute-Volta était divisée. Et ça n'existait pas.
et du fait que Dim Dolsom ne s'entendait pas avec le gouverneur, on l'a affecté à faire Kessidgou. Le père meurt, et il vient après, après l'enterrement, il retourne et après, on décide de nommer un chef. Son petit frère, celui qui suit, comme je ne dis pas de mes mères, dit mais mon grand frère, il ne va pas quitter ses hauts postes de l'administration pour venir rester à Sao. Nommez-moi. Et on l'a nommé. 3 ans après, Dim Dolsom vient et dit que mon Ronaba, je veux le trône de mon père. La raison est simple, on ne peut pas nommer un roi, un chef, sans consulter le prince héritier. Il faut enlever son bonnet pour moi. Et voilà la situation dramatique. On a décoiffé celui-ci et on a coiffé Dim Dolsom, qui est devenu le chef. Nabakoutou, le roi fer. 83 jours après son investiture, c'est le 13 juillet 1940, et le 13 juillet, il est mort. Revue de presse présentée aujourd'hui par Alphonse Ouedraogo. Bonjour. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Le pays pour commencer. Oui, le pays pour commencer, et le pays à sa une ce matin, on peut lire Centre-Nord, le capitaine Ibrahim Traoré va renforcer le dispositif sécuritaire, rassure donc le ministre de la Défense. Variole du singe, aucun cas confirmé au Burkina Faso à ce jour, selon le docteur Waton Rodrigue Diao. Toujours dans le journal Le Pays, on peut lire attaque du Barça-Logo, Sa Majesté Nabakoum appelle à la résilience. Pendant ce temps, le MDHP lui souhaite que soient punis les auteurs. Répartition des droits de BBDA, les bénéficiaires peuvent passer à la caisse, nous annonce donc le journal. Révélation, premier groupement d'incendie de secours, le lieutenant-colonel Francis Ouedraogo prend le commandement. Toujours dans le journal Le Pays, on peut lire Actu Sport, Burkina Faso, Issa Kabouré en route pour un nouveau championnat. Page triste, l'ex-maire de Koudougou, Marcelin Yamuro, n'est plus, nous informe Le Pays. Le journal Aujourd'hui au Faso à sa une ce matin, on peut lire attaque de Barça-Logo, les messages de condoléances, d'appréciation et de tempérance de l'UPC, MPP, président Goïta du Mali, de Nabakoum, de Sanmatenga, du MDHP. Tous ces messages sont à lire à la page 8 et 11 du journal. Dans sa rubrique News du jour, le journal écrit Koudougou infesté par la rage canine. Ouverture des Jeux paralympiques en France. C'est aussi à lire dans cette rubrique. Lieutenant-colonel Francis Ouedraogo, officiellement installé au premier groupement d'incendie et de secours. BBDA, chèques et espèces distribuées ce 30 août 2024. Le journal citoyen, ce quotidien de tous les Burkinabés, ce quotidien d'État, et affiche à sa une ce matin, solidarité gouvernementale à Mané, une équipe aux côtés des populations. Accès au logement, le calvaire des attributeurs interdit de mettre en valeur leurs parcelles. Un dossier à lire donc dans Citoyen à la page 4 et 6 dans sa livraison de ce matin. Variole du singe, aucun cas confirmé au Burkina Faso selon le Chorus. Attaque de Barça-Logo. Ne laissons pas la colère et la haine ébranler notre cohésion sociale, préconise donc Nabakoum, chef de canton de Sanmatenga. Entrepreneuriat agricole, ici à Kazoubga, le producteur modèle sur les collines du bois cuit, c'est à lire à la page 12 et 13 du journal Citoyen. Le quotidien Bobolais, l'extrait du Faso, nous parle ce matin du parc du matériel de Sitaraï et écrit 2 nouveaux wagons en renfort. Tuerie à Barça-Logo, réaction du CDP, du MPP et du MBDHP, c'est à lire dans l'Express du Faso. Dans sa rubrique Autant le dire, le journal écrit Autant dire que nous sommes unis et réconciliés. Cours de vacances, on prépare la rentrée, écrit le journal. Modification de la Constitution,
2 citoyens interpellent le Conseil constitutionnel, nous informe l'expert du FASO. Terminons avec l'observateur Palga. L'observateur Palga nous parle ce matin de variole du singe. Et écrit toujours pas de cas confirmés, vigilance tout de même. C'est à la page 2. Réhabilitation des routes au bassin et cascades. Plus de 152 milliards de francs CFA mobilisés, nous annonce le journal. Attaque terroriste à Barsalgo, des compassions tous azimuts, c'est à la page 14. Répartition des droits d'auteur du mois d'août à la caisse demain, et nous informe le journal. Jeux paralympiques 2024, place aux athlètes vivant avec un handicap. Merci bien, Alphonse, pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité et nous parlons économie pour commencer. Un citoyen burkinabé et opérateur économique se dit être victime d'injustice au Togo et appelle au secours des autorités de ces 2 pays. Tout à fait. Il s'agit donc du directeur général de la société Adams Solaire. Son nom c'est Adama Sawadogo. C'est un citoyen burkinabé et en même temps opérateur économique. Il faut rappeler que ces faits remontent donc depuis le 25 juillet 2019 lorsque un de ces conteneurs qui contenait ces marchandises arrivait au port autonome de Lomé. Lorsque la grue voulait soulever le conteneur dans lequel il y avait des batteries et puis des onduleurs hybrides, le conteneur est tombé. Et les batteries qui étaient donc à l'intérieur ont été donc endommagées. Du coup, ils ont fait le constat. Lui a été donc interpellé, il est arrivé sur les lieux, le constat ayant donc été fait. Après, il a enclenché donc une procédure. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui s'est passé, puisqu'il semble que les batteries ont été donc endommagées, ce n'est plus donc on ne peut plus revendre. Donc, ils ont demandé les services donc d'un expert. Mais la société en question qui avait en charge d'acheminer sa marchandise jusqu'au port de Lomé, jusqu'à ce que le déposage soit fait, c'est donc une entreprise appelée donc Togo Terminal SA, une filiale de l'entreprise Bolloré, basée donc au Togo. Et comme le constat a été fait, l'expertise a été faite, et on s'est rendu compte que la marchandise a été endommagée, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, ils ont essayé de s'entendre, mais par la suite, l'entreprise n'a pas respecté ses promesses, parce qu'après évaluation, l'entreprise a demandé à ce qu'ils établissent donc une facture commerciale, y compris les dépenses connexes, pour qu'ils soient dédommagés. Alors, la procédure d'entente de règlement à l'amiable n'ayant pas abouti, l'affaire est tombée donc dans les mains des juges. Et le tribunal a donc procédé aussi à une expertise. Donc, les compétences d'un expert béninois ont donc été demandées. Parce que comme c'est un Burkinabé et que l'affaire qui s'est passée au Togo, ils ont exclu tout expert venant donc de ces 2 pays. Donc c'est un expert venu donc du Bénin qui a fait donc le travail. Et le verdict, en tout cas en première instance, a confirmé effectivement que les marchandises ont été endommagées et qu'on ne peut plus revendre. En conséquence, il faut donc payer en tout cas tous ces dommages et intérêts là. Lui, il a réclamé 2 milliards 127 millions de francs CFA, chose que le tribunal a suivi et a accepté, et ça a été validé. Et c'est au moment où il attendait le versement de son argent, de cette somme-là, qu'il a été interpellé par ces 2 avocats togolais, disant que la justice s'est ravisée et que désormais, ce qui allait lui revenir, c'est 80 000 francs CFA. Parce qu'après examen, il ne peut plus suivre ce qui avait été acté. Donc, il s'est étonné et puis il s'est attaché des services d'une autre avocate. Donc, il a laissé les 2 avocats et il a demandé à une avocate, en tout cas, de l'aider.
Et de 2021 jusqu'à 2023, c'est cette avocate-là qui suit en tout cas le dossier. Monsieur Sawadogo attend toujours. Il s'est aussi étonné que l'affaire ayant atterri au niveau de la cour d'appel de Togo, le jugement a été fait et contre toute attente, le verdict était qu'il lui soit versé plus de 6 millions de francs CFA comme en tout cas dédommagement. Et lui n'étant pas d'accord parce que pour lui c'est 6 millions 120 000 francs pour 600 batteries endommagées représente la somme que le transitaire a utilisée pour faire acheminer la marchandise et qu'il a payé en tout cas au niveau du port pour que la marchandise vienne jusqu'au port de Lomé. Donc ce n'est pas l'équivalent de sa facture commerciale. Oui. Donc c'est deux choses différentes. L'argent qu'il a utilisé, la somme qu'il a injectée pour la marchandise, ce n'est pas inclus. Donc cette somme représente ce que le transitaire a utilisé et ce que le transitaire a payé pour en tout cas faire acheminer la marchandise. Donc il n'est pas d'accord. Donc l'affaire qui suit son cours et qu'il se sent donc lésé, il subit donc une injustice de la part de la justice togolaise, ce qui a mené donc l'intéressé à sortir donc du silence et à réclamer que ses droits soient pris en compte parce que de 2 milliards 127 millions, on ne peut pas se retrouver avec un dédommagement de 6 millions et quelques. Donc ce n'est pas normal. D'où donc son interpellation des autorités des deux pays, les autorités togolaises et burkinabè, en tout cas pour qu'il puisse avoir son argent. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a peut-être des dessous sous table quand on voit que l'affaire a quand même duré des années, il a eu à changer des avocats? Oui, ça y ressemble parce que je pense que si dans un premier temps il a travaillé avec 2 avocats togolais et que par la suite il a changé d'avocat, c'est pour dire qu'il n'a pas été satisfait des services qui lui ont été rendus par ces 2 avocats. Donc le changement des avocats ressemble vraiment à un manque de confiance et ce qui se dit est qu'il y a eu des dessous de table à tous les niveaux. Et ça peut être au niveau des juges, c'est ce qui se dit, et ça peut être aussi au niveau des avocats, des gens ont été soudoyés. Il y a eu des dessous de table et ça, c'est la conséquence de ce qu'il vit aujourd'hui. Il n'a pas encore son argent. Et on ne peut pas comprendre qu'une société qui est mise en cause s'engage donc à respecter le verdict qui a été rendu et qu'après, c'est la justice qui revient, qui se ravise, qui change de décision, qui dit non, que vous serez donc dédommagé à hauteur de 80 000 francs CFA. Comprenez que c'est flou. C'est pour cela que l'affaire est arrivée au niveau de la cour d'appel et malgré tout, ce qui a été retenu, c'est qu'il soit dédommagé à hauteur de 6 120 000 francs. Ce qui n'est toujours pas arrivé parce que l'expertise, dans un premier temps, l'expert béninois qui a fait le travail, il a été payé à hauteur de 10 millions de francs CFA. Et ça, c'était la suite qui a payé. Lui a ses frais parce que c'est lui qui a demandé que l'expertise soit faite. Et après, il y a eu un autre travail, une deuxième expertise. Quelqu'un d'autre est venu faire le travail. Et ça, ils ont divisé la poire en deux. La société paye et puis lui aussi il paye. N'ayant pas été content après cette expertise et surtout le verdict qui a été donné, une troisième expertise a été faite au niveau de la cour d'appel. Et tout cela a été donc aux frais de M. Sawadogo, en tout cas de part et d'autre. Donc, c'est pour dire que ici, il y a anguille sous roche. Qu'est-ce qui fait que ça bloque et jusqu'aujourd'hui, depuis 5 ans, il n'a pas son argent? Je pense que ici, ce qui est invoqué, c'est que le code douanier togolais est clair là-dessus. Parce que le code douanier togolais, en son article, voté donc le 25 juin 2018, dit par exemple que lorsqu'il y a un litige de marchandises, et lorsqu'il y a un litige, la marchandise doit être payée selon la facture commerciale. C'est-à-dire, comme l'affaire, il y a donc un litige, il faudrait que
la facture commerciale soit payée, il faut que M. Sawadogo soit payé en fonction de ce qu'il a évalué comme somme. Il doit donc entrer en possession de cette somme-là. Les 2 milliards 127 millions doivent être payés entièrement. Mais malheureusement, le parquet a invoqué un autre article, voté donc depuis le 23 décembre 1976, qui n'est plus en vigueur selon M. Sawadogo. Selon cet article, c'est que c'est ce cours-là qui a été donc cité pour en tout cas demander à ce qui doit dédommager à hauteur de 6 millions quelque chose. Donc, c'est un problème qui interpelle les autorités des deux pays. On espère bien qu'une solution sera trouvée pour cet opérateur économique burkinabé qui se trouve au Togo, parce que imaginez un peu ce qui peut arriver à ses entreprises, son entreprise ou encore à son personnel si jamais il tombe. On passe à un autre sujet, on s'intéresse maintenant donc à la rage au niveau de Koudougou. Oui, au niveau de Koudougou, on nous dit que Koudougou est infesté par la rage canine. Il faut rappeler que récemment, c'est Ouagadougou qui était donc dans le viseur, surtout au quartier Ouidien de Ouagadougou, à l'arrondissement 2. Les autorités ont sonné l'alerte. Je pense que le syndrome a donc été conjuré aujourd'hui. Mais ici, pour le cas de Koudougou, c'est le PDS qui sonne l'alerte parce que la rage canine, Koudougou est infesté, certains secteurs de la ville et même Kokoloro et même d'autres localités. Donc, cette alerte donnée, sonnée par le PDS, vise donc à inviter les populations à la prudence. Et ça montre que de la date de la publication de la note jusqu'au 20 octobre, il est strictement interdit la circulation des chiens, des singes et des chats, en tout cas pour cette période-là, parce que la rage ayant donc la rage qui est là, il faut faire en sorte que ces animaux-là ne puissent plus circuler parce que ça peut contribuer à la propagation donc, de cette maladie. Donc, je pense que c'est pour éviter toute autre contamination d'autres chiens que le pédestre de Koudougou a donc voulu sonner l'alerte. Et ceux qui, dans cette période, vont laisser leurs chats, leurs singes ou leurs chiens se promener, ben, décision a été prise et que ces animaux seront abattus, voilà, pour en tout cas respecter la décision qui a été prise. Et je pense que ça valait le coup parce que qui connaît donc la rage canine, c'est une maladie, ce sont les animaux cités qui propagent donc cette maladie et ça peut contaminer des êtres humains, des populations. Donc c'est pour éviter toute contamination que cette décision donc, a été prise. Je pense que c'est une très bonne décision parce que ça me rappelle, on n'a pas un chien, on n'élève pas un chien parce qu'on veut, mais parce qu'on peut et on doit respecter les règles d'hygiène, on doit respecter les règles en la matière. Quand vous avez votre chien, il faut l'amener périodiquement, vacciner, on va le faire vacciner parce que c'est ce qui a été recommandé. Vous voyez des chiens qui ont des ceintures au cou. Oui. Donc ce sont des chiens, communément appelés des chiens en laisse. C'est-à-dire ces chiens-là, parce qu'ils sont vaccinés, ils peuvent se promener par moment. Mais dès lors que vous ne respectez pas, vous n'avez pas ce suivi-là, c'est interdit donc de laisser son chien se promener dans le quartier, souvent des chiens méchants qui agressent même les enfants ou tout autre passager. Ça, ce n'est pas normal. Malheureusement, c'est ce qu'on voit dans nos villes, que ce soit à Ouagadougou, à Koudougou, dans des villages. Des gens se permettent donc d'avoir beaucoup de chiens alors qu'ils n'ont même pas à manger. Je sais qu'au village, il était interdit à un célibataire d'élever un chien. Parce que célibataire, tu ne prépares pas, tu n'as rien. Quelle est cette femme qui va préparer pour toi pour que tu manges à suffisance
au point de donner à ton chien. Ouais. C'est pour cela que traditionnellement on dit qu'un célibataire ne doit pas élever un chien. Mais aujourd'hui c'est tout à fait le contraire dans certaines familles qui peinent même à avoir à manger et qui se retrouvent avec 2 ou 3 chiens. Pourquoi faire? Je pense que ça doit nous interpeller tous. Parce que déjà, si vous n'avez pas à manger, ce n'est pas évident que vous allez avoir donc un suivi de vaccination de vos chiens pour ne pas qu'ils soient vraiment des chiens enragés, vous créez des problèmes. Donc, ça c'est très important. Et quand vous arrivez dans des familles responsables où on élève par exemple des chiens, vous allez vous rendre compte que dès le portail, on écrit attention, chien méchant, ou bien on dit il y a des chiens. Voilà. Ça c'est pour dire que vous devez être prudent. Mais ces chiens-là, ils ne sortent pas. Ils sont dans la cour. Ils veillent à ce qu'un voleur ou toute autre personne, un intrus, ne puisse pas rentrer dans la cour. Il y a des chiens qu'on ne Voilà. détache que la nuit. Voilà, ce sont des gardiens de la cour. C'est comme si vous aviez des vigiles. Oui. Mais nous avons transformé ça autrement. On a fait un élément de commerce. On a fait toute autre chose. Je pense que au-delà du fait qu'il y a la rage canine, il faudrait que les autorités prennent ces mesures-là, parce qu'aujourd'hui, que ce soit la circulation dans les quartiers, beaucoup de chiens se promènent. Et voyez les accidents que ça et cause. des gens sont contents que leurs chiens soient agressifs sans que vraiment les autorités ne prennent vraiment la décision. Donc, il faut procéder à l'abattage automatique de ces chiens-là qui se promènent aux yeux et au su de tout le monde. Et pourtant qu'ils ne sont même pas vaccinés. Je pense que c'est un travail de la municipalité. Si on peut procéder à l'arrestation, si on peut procéder, en tout cas, empêcher des animaux de se promener en ville, mais les chiens aussi sont dedans, donc il faut faire ce travail-là pour nous séparer de tout autre souci. Bien sûr. Merci beaucoup pour ces analyses, Alphonse. À présent, nous allons donc découvrir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui dans quelques vies d'affaires à travers la météo. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Idrissa Birba. Il est le directeur de publication du média en ligne réveilinfo.net. Il est journaliste de profession. Bonjour à vous, M. Birba. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. C'était un plaisir de revenir à Savane Média. C'est ça. Parce que ça fait presque 2 ans que j'avais suspendu un peu mes participations aux émissions radio et télé pour réfléchir un peu sur la situation du pays. Ben, je crois que c'est toujours un plaisir de venir à Savane Média. Merci d'être là. Merci. Alors, l'actualité est marquée par l'attaque de Barsalgo et qui continue de faire des réactions. Pas de bilan officiel aujourd'hui jusqu'à nos jours, même si on parle de blessés et donc de morts. Quel est votre commentaire, vous qui êtes journaliste et surtout aussi acteur des droits humains? Oui, merci madame. En fait, je voudrais d'abord m'incliner sur la mémoire justement des victimes et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Ce qui est arrivé est un peu surprenant, mais ça ne surprend pas ceux qui savent lire un peu l'actualité. Vous savez, notre pays est dans une dynamique qui ne plaît pas à tout le monde. Donc, chacun fait pour créer des problèmes, non seulement aux autorités, mais au Burkina Faso. Et c'est dommage. C'est dommage parce que on parle de complicité, on parle de Burkinabés qui sont en fait impliqués. Et je crois que c'est très triste. C'est très triste ce qui est arrivé. Notre pays est dans une situation difficile parce que on ne demande pas d'aimer ceux qui sont au pouvoir, mais on peut aimer quand même son pays. Même si vous n'aimez pas le président Ibé, même si vous n'aimez pas le ministre de la Communication, même si vous n'aimez pas le ministre Bassolma Bazier, mais au moins il faut aimer son pays. Quand on aime son pays, on ne fait pas du mal à son pays. Et ce qui est arrivé est très regrettable et très triste. On espère que, comme les autorités l'ont promis, vous avez vu comment tout le gouvernement était mobilisé. On pense que ceux qui ont fait ce sale coup-là seront retrouvés et traités comme ils se doivent. Est-ce que cette situation du pays affecte le traitement de l'information? Oui, bien sûr que la situation du pays affecte le traitement de l'information. Parce que, en fait, je retiens toujours une phrase du ministre de la Communication qui disait qu'il n'y a pas de liberté dans un pays qui n'est pas libre.
Alors que ce qu'un journaliste veut, c'est la liberté. Alors, la liberté d'écrire, la liberté de parler. Mais nous sommes dans un contexte très difficile où cette liberté-là est un peu réduite. Et ça, c'est normal. Hein. Partout, quand vous partez, quand le pays est en guerre, un journaliste, pour employer un peu le terme un peu à la vogue, patriote, quand même, doit se mobiliser pour accompagner les forces de défense et de sécurité pour, en fait, sauver le pays. Mais pas le contraire. Mais quand un journaliste, dans le traitement de l'information, peut décourager ceux qui sont sur le terrain en train de lutter, je crois qu'il faut mettre de l'ordre. La liberté, c'est vrai, mais quand le pays n'est pas libre, il n'y a pas de liberté absolue en tant que telle. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Et puis, il faut aller dans la dynamique, en fait, d'encourager ceux qui sont sur le terrain, qui se battent, et non les décourager. Parlons de difficultés maintenant des médias. Plusieurs médias aujourd'hui ont fermé boutique, d'autres ont décidé de marquer une pause. Comment vous expliquez ces fermetures ou cette situation en général? Bon, d'abord, il faut lier ça aussi. Il faut lier ça avec la situation nationale aussi. Ensuite, il faut lier ça avec un certain nombre de dispositions, d'impositions qui font que les médias, depuis fort longtemps, ont des problèmes. Hein. Parce qu'en fait, il ne faudrait pas prendre par exemple un média comme une entreprise qui fabrique des pièces détachées. Le média le journal de presse, l'entreprise de presse doit avoir un traitement quand même de faveur parce que nous faisons un peu dans le social. Mais malheureusement, nous sommes alignés comme si on était des fabricants de ciment ou des trucs comme ça. Bon, c'est ça qui facilite, qui complique un peu le problème d'un média. Et le contexte aussi ne favorise pas. Vous voyez que, par exemple, au niveau de la presse privée, les plus grands bailleurs en griffe de la presse privée, c'est quoi? C'est les ministères, en tout cas, c'est l'État. Malheureusement, l'État actuellement aussi, quand vous avez par exemple une facture de 150 000, ben, ce qu'on vous demande comme papier aux impôts, ben, vous allez même dépenser plus de 150 000. Donc, en fait, l'État aussi a des difficultés actuellement pour honorer certaines factures. Mais ça n'arrange pas la presse, surtout la presse privée. Donc il y a tous ces problèmes-là qui font que, actuellement, j'avoue que la presse a vraiment des problèmes. Mais bon, on espère que si la situation se stabilise, il y aura peut-être une réflexion à grande échelle pour voir comment sauver la presse, hein, parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de médias qui ont fermé, bon, certains ont viré un peu la presse en ligne, la presse en ligne. J'en sais quelque chose parce que quand j'ai quitté le quotidien pour un média qui s'appelait La Cohésion, on n'a même pas fait plus de 6 mois et puis bon, le média a fermé justement par rapport justement à ces problèmes-là. Mais bref, je crois que petit à petit, chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Assez de problèmes, hein. Donc vous avez déjà commencé à citer. On a aussi la baisse de la publicité, c'est la réalité aujourd'hui. Donc la dette de l'État aussi due à ce que l'État doit justement à la presse, c'est une réalité parce qu'aujourd'hui aussi, par exemple la presse privée, certains médias aussi ont leurs factures dans des ministères, qui ne sont pas honorées. C'est pas honoré, ça prend du temps. Puis bon, alors que vous avez les employés à payer, vous avez l'eau, l'électricité, il y a pas mal de trucs qui fait que bon. Mais bon, à chaque fois, bon, on essaie de comprendre, hein, un peu la situation. C'est la situation du pays qui fait ça. Mais bon, il faudrait quand même que de temps en temps, on ouvre une fenêtre pour évacuer un peu les factures de la presse privée, pour qu'elle puisse vivre, quoi. Sinon c'est compliqué. Il y a beaucoup encore de médias qui risquent de fermer si rien n'est fait. Et on sait qu'aujourd'hui, la réalité aussi, ce sont des arriérés de salaire au sein donc, de l'entreprise de presse. Tout à fait. Surtout privée. Surtout au niveau de la presse privée. Il y a plusieurs médias quand même qui accumulent des arriérés de salaire. Mais bon, ceux qui comprennent, ceux qui ne comprennent pas aussi, bon, essaient de voir comment se reconvertir. Hein, parce qu'il faut avouer que c'est vraiment difficile. Mais bon, je crois qu'il faut lutter à sa manière pour tenir le coup. Comme on dirait, quand c'est dur, seul les durs avancent. Voilà. C'est tellement assez de problèmes, donc le ralentissement en fait de ces activités économiques qui font qu'aujourd'hui l'entreprise de presse vivote. Est-ce que, comment vous vivez tout ça? Parce que là, vous venez de créer votre média en ligne, mais avec
toutes ces difficultés aussi, déjà, parce que vous avez traversé des médias qui ont rencontré aussi des difficultés, comment vous vivez tout ça? Difficilement, difficilement. Il faut l'avouer. Mon média en ligne, réveillinfo.net, n'a que un mois. C'est une expérience que j'ai voulu tenter parce qu'après plus d'une dizaine d'années dans la presse privée écrite, journal, il m'est arrivé de réfléchir, de voir qu'est-ce qu'il fallait. Surtout quand de l'autre côté c'était un peu le média, la cohésion a fermé. J'ai pris quand même 2-3 mois de réflexion et j'ai décidé avec le soutien quand même de certains amis, certains confrères de lancer le média en ligne Réveil Info. Mais j'avoue que j'ai été un peu surpris par l'accueil, malgré sa jeunesse très jeune. Mais les gens sont vraiment intéressés par le média en ligne. Et je voudrais remercier en tout cas tous les lecteurs, tous ceux qui sont toujours connectés sur le média en ligne. Pour le moment, comme on le disait, il n'y a pas d'annonceur. Le média est très jeune, c'est vrai, on comprend. Mais on essaie de faire avec, il faut donner l'information. Comme nous, notre devise, c'est le devoir d'informer. Parce qu'un journaliste, l'information, c'est un devoir, son travail, c'est d'informer les gens. On essaie de faire avec, dans l'espoir que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, ça va aller. Et donc, on demande en tout cas le soutien des gens. Sinon, au début, c'est pas facile. Pas facile. Voilà. Est-ce que, comme on parlait surtout des difficultés que les médias rencontrent, est-ce pour cela que beaucoup de travailleurs d'organes de presse changent régulièrement de médias ou d'organes de presse, peut-être à la recherche de meilleures conditions de travail et de vie? Oui, justement, parce qu'en fait, les conditions de travail influencent sur le travail du journaliste. Quand vous êtes dans un média, vous faites 2, 3, 4 mois sans être payé, ça décourage. Si vous avez d'autres propositions ailleurs, vous allez sauter sur cette proposition. Souvent ça se passe bien, souvent ça ne se passe pas bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez une famille à nourrir, vous êtes un responsable, et quand vous travaillez, vous n'avez pas de salaire à la fin du mois, vous voyez que c'est un peu compliqué. Ça qui fait que, quand un journaliste a une certaine opportunité, il pense qu'en allant ici, il peut avoir quand même son salaire à la fin du mois, minime soit-il, mais il faut que ça soit régulier. Il ne suffit pas d'avoir un gros salaire et puis ce n'est pas régulier. Mais quand vous avez quand même un salaire et que c'est régulier, ça permet quand même de se prendre en charge et puis prendre en charge ta famille. Donc c'est ça qui fait que souvent les journalistes sont obligés d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs, comme on dit, pour pouvoir en tout cas subvenir à leurs besoins. Sinon j'avoue qu'au niveau de la presse privée, ce n'est pas du tout simple. Mais il faut faire avec parce qu'on n'a pas le choix, dans l'espoir que d'ici quelques temps, ça va s'améliorer. Voilà. Et beaucoup de journaux papier aussi deviennent des presses en ligne. Ça, c'est la réalité aussi. Parlez-nous justement de votre propre expérience. Est-ce que c'est pour éviter vraiment les difficultés que vous avez rencontrées précédemment, par exemple, avec la cohésion qui n'a vraiment pas fait long feu, que vous avez préféré un média en ligne qui peut-être revient moins cher en termes de dépenses? Prenez par exemple un quotidien. Journal papier quotidien. Oui. Pour pouvoir tenir, il faut obligatoirement avoir une imprimerie. Sinon, le papier en tant que tel, vous n'allez pas pouvoir tenir 3 mois. Donc, les quotidiens devraient en tout cas avoir une imprimerie. Mais si vous n'avez pas de l'argent pour avoir une imprimerie, je crois que vous allez fermer. Parce que c'est le papier en fait, qui coûte cher. Parce que si c'est un quotidien, tous les jours vous devez paraître. Et si vous n'avez pas d'imprimerie aussi, donc ça complique la tâche. Vous avez 2 problèmes. Vous avez le problème du papier et vous avez le problème de l'imprimerie. Tous les jours, il faut que tu fasses sortir de l'argent pour payer le papier et pour payer l'imprimerie. Donc c'est ça qui fait que normalement quand même, pour être un quotidien, le minimum c'est d'avoir une imprimerie. Malheureusement, certains n'ont pas d'imprimerie et c'est ça qui complique souvent un peu la tâche. Donc qu'est-ce que les gens font? Les gens se tournent un peu vers les médias en ligne où vous n'avez pas en fait à dépenser pour le papier, vous n'avez pas à dépenser pour l'imprimerie. Si vous avez une bonne connexion, c'est la réflexion, c'est ça. Vous disiez le papier, la publication. Tout est en ligne et c'est ça qui fait que les gens se tournent maintenant vers les médias en ligne. Et je voudrais en tout cas féliciter les quotidiens qui continuent de paraître. Je crois que je dirais c'est des guerriers. Parce que le contexte est tellement difficile que pour voir un journal papier paraître, et surtout un quotidien, je crois qu'il mérite les félicitations.
Parlons maintenant du réveil info. Réveil info, oui, le média en ligne. Votre média en ligne, un mois d'existence. Sur quel modèle économique vous comptez justement pour vous en sortir également? Mais vous voyez, presque que ce soit les médias en ligne, que ce soit les médias traditionnels, c'est les annonceurs. Et pour pouvoir avoir les annonceurs, il faut se faire connaître. Il faut être crédible. Et je crois que c'est la dynamique que nous on a pris. C'est un média de proximité et d'information générale. Donc on touche presque à tous les sujets. Et c'est ça qui intéresse les gens. Il ne faudrait pas s'enfermer dans son bureau, il faut aller sur le terrain. Et c'est ce qu'on essaie de faire actuellement. Et quand le média est crédible, les annonceurs vont venir. Et bon, petit à petit, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu. Mais c'est quoi comme contenu innovant peut-être que vous avez amené pour attirer les internautes? Oui, le contenu innovant, c'est qu'on a plusieurs rubriques qui vont de la politique au sport, à la santé, aux faits divers que les gens aiment beaucoup aussi. Et puis, bon, il y a les interviews. On va beaucoup vers les gens pour les interviews. Et puis, bon, comme on est dans un système communautaire, nous misons aussi sur les informations qui viennent des autres pays. Surtout la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, on est dans l'AES. Donc tous les jours, ce qui se passe par exemple au Mali, vous allez retrouver ça à Réveil Info. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous allez retrouver ça à Réveil Info. Ce qui se passe au Niger, vous allez trouver quelques informations, que ce soit au niveau de la politique, au niveau de la santé. Vous allez retrouver ça au niveau des Réveil Info. Donc on essaie un peu de varier, tenir compte du contexte communautaire et donner les informations simples, faciles à lire et aussi des faits divers que les gens apprécient beaucoup. Donc c'est ça qui fait un peu la différence. Quand vous allez vous connecter, vous voyez à Réveil Info, vous allez voir comment on est structuré, vous allez voir la variété des informations et c'est ça qui plaît aux gens. En tout cas, les échos qui nous parviennent sont quand même satisfaisants actuellement. Et on remercie tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont adopté Réveil Info. Donc, on voudrait aussi remercier Savane FM parce que ça me permet aussi de parler de mon média en ligne. Et je crois que vous faites du bon travail. Je voudrais vous remercier aussi et vous encourager. Merci. Alors, M. Birba, quelles sont les solutions que vous préconisez pour que les médias puissent souffler et se reprendre? Tout à fait. D'abord, on voudrait demander à l'État. C'est vrai que la situation est difficile. On devrait demander à l'État de faire des efforts pour évacuer un peu les factures des médias privés qui dorment dans les ministères. Je crois que ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Je me rappelle, il y a 4 ou 5 ans, les responsables des médias étaient partis voir le Premier ministre de l'époque pour parler des factures. Et ça insiste, bon, ça persiste. On dira que c'est le contexte, mais bon, de temps en temps, si on pouvait ouvrir des fenêtres pour pouvoir évacuer un peu les factures de la presse privée qui dorment au niveau des ministères, je crois que ça va permettre aux médias privés de souffler un peu. Et ça, directement, j'interpelle le ministre des Finances, comme les gens disent quoi, le Wari Fatché, le Wari Fatché, s'il pouvait vraiment faire des efforts pour évacuer un peu les factures de la presse privée qui dorment dans son ministère. Ensuite, au niveau des impôts, comme je l'ai dit, il faut un traitement quand même préférentiel pour la presse, parce qu'il ne faudrait pas mettre la presse dans les mêmes sacs que les grosses entreprises qui fabriquent du ciment, qui fabriquent des pièces détachées. Et la presse privée doit avoir quand même certains traitements, parce que nous faisons quand même de temps en temps du social, même si on est un peu commercial. Donc de ce côté, on joue un peu sur ces deux côtés-là. Ça pourra permettre à la presse de souffler un peu pour qu'elle continue de vivre. Parce qu'un pays sans presse, je ne vois pas comment ce pays-là puisse vivre, surtout dans le contexte actuel où les gens ont besoin d'informations, surtout dans le contexte actuel où il est demandé la contribution des uns et des autres. Je pense que la presse aussi contribue à sa manière dans cette lutte engagée contre le terrorisme. Et par exemple, au Sénégal, les médias ont marqué une journée sans presse, c'était le 13 août dernier. Ça veut dire que pour justement protester sur les mauvaises conditions d'exercice de la profession. Ça veut dire que cette situation en lien avec la presse n'est pas qu'au Burkina Faso. Au Burkina seulement, oui, tout à fait. J'ai suivi un peu ce qui s'est passé à Dakar. Bon, je crois que c'est leur manière aussi d'interpeller,
je crois que ça a porté fruit parce que sans médias, une journée sans radio, sans journaux, bon, vous voyez que ce n'est pas vraiment intéressant. On espère que le message des confrères sénégalais est passé. Et je crois que les autorités actuellement vont se pencher sur la situation. Mais c'est à peu près les mêmes problèmes dont on parle ici qui se passent là-bas, même si eux, ils sont dans un pays en paix. Alors qu'ici, c'est le contraire, on n'est pas dans un pays en paix, on est dans un pays qui lutte contre le terrorisme. Donc, le contexte est différent. Mais c'est les mêmes problèmes de la presse qui se posent au Sénégal, qui se posent au Burkina, qui se posent en Côte d'Ivoire. Mais moi, chacun essaie de voir comment peut-être gérer ça, quoi. Mais notre particularité, c'est que nous sommes dans un contexte difficile et très difficile. Et on essaie de temps en temps de faire avec. Voilà. Merci beaucoup, M. Idrissa Birba. On a épuisé notre temps. Quel est votre mot à l'endroit donc, des téléspectateurs, des internautes de votre média en ligne et de ceux qui vont vous rejoindre à partir de cette émission? Merci. D'abord, je voudrais remercier Savane Média. C'est toujours un plaisir de revenir à la maison parce que ici, c'est ma maison, comme je l'ai dit. Toujours un plaisir. Et dire aux internautes que Réveil Info, en tout cas, est venu. C'est comme je le disais, Réveil Info n'est pas venu pour faire plus ou pour faire... Mais Réveil Info est venu pour ajouter de la terre à la terre, comme le disait le doyen Maître Passeri Tetenga. C'est un média en ligne, je demande aux gens de l'adopter. Et il y a des informations vraiment variées qui concernent le Burkina et la sous-région et un peu dans le monde. Et prenez le temps quand même de visiter notre site. Je crois que vous ne serez pas... étonné de voir certains articles intéressants quand même dedans. Et parlant justement des médias, on voulait en tout cas demander à l'État de toujours faire des efforts, malgré le contexte difficile, pour quand même soutenir la presse privée, parce qu'un pays sans presse privée, c'est difficile. Donc vraiment, merci beaucoup pour l'invitation. Et à très bientôt, parce que j'ai repris, j'avais suspendu il y a 2 ans de cela mes parutions sur les médias privés, les radios. Mais je crois qu'à cause de Savane FM, j'ai repris encore aujourd'hui. Nous sommes ravis de le savoir. Donc, on part sur... on tape tout simplement l'adresse... réveilinfo.net. D'accord. Et vous allez retrouver donc ce média en ligne là pour avoir de l'information. Je suis justement sur la page actuellement. Et je vois qu'il y a l'information, l'actualité en lien avec donc, le cas de Barsalgo et la sortie des ministres également. Et puis News de la diaspora. Donc c'est une rubrique. Et on voit à la une donc l'actualité, dispositif sécuritaire bientôt, un renfort dans le centre-nord. Et voilà, c'est des articles que vous pouvez lire, c'est varié. Sénégal, Aminata Touré nommé haut représentant du président de la République. Et soins de 500 malades mentaux, une journée avec le guérisseur Seydou Bikenga. Voilà. Donc à la une, santé. Bon, assez de titres variés. On vous invite à suivre. Merci. Alors, on s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui avec M. Idrissa Birba, journaliste et directeur de publication donc, du Réveil Info.net. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci, à bientôt. On marque une petite pause et on revient. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Ce jeudi, nous sommes avec la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Aujourd'hui, nous recevons M. Tahirou Kwanda de la BCLCC. Bonjour, M. Kwanda. Bonjour, Madame Nkem. Bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, on s'intéresse aux achats et ventes en ligne, mais sachez que les cyberescrocs passent par là aussi pour arnaquer les honnêtes citoyens. Donc on parle d'arnaque liée aux achats et ventes en ligne. Monsieur Kwanda, de quoi il s'agit si on devrait définir justement ces notions? Alors, merci bien Madame Nikiema de nous recevoir encore une fois de plus pour parler de cybercriminalité. Alors, pour ce qui est de la vente en ligne et des achats, c'est tout simplement les articles que les gens mettent à la disposition des gens sur Internet. Voilà, on peut trouver ça sur les plateformes Facebook, WhatsApp et puis TikTok. Voilà, donc ils mettent ça à la disposition. Articles divers. Voilà, articles divers, on peut voir les ustensiles de cuisine, les ordinateurs portables, les mini-frigos, les chauffe-eau et bien d'autres articles.
voilà, qu'ils mettent à la disposition et puis ils laissent leur numéro pour ceux qui sont dans le besoin de les contacter afin qu'ils puissent vraiment voir la modalité de livraison. Et là, il y a des escrocs qui passent par là également. Comment, quel est leur mode opératoire? Alors, pour ce qui est des achats et ventes en ligne, et comme vraiment c'est très bien, c'est bénéfique, les gens arrivent à profiter de ça pour ne pas se mouvoir. Et les escrocs ici ils se sont mis dans la danse. Ils ont vu que vraiment c'était une affaire lucrative et ils se sont invités à accompagner les autres citoyens à faire la vente et l'achat en ligne. Alors, pour ce qui est du mode opératoire, c'est sur les plateformes numériques, notamment sur... actuellement, c'est TikTok qui est en tête. Et Facebook vient et puis WhatsApp en dernière position. Voilà. Les personnes là font les publicités de leurs articles sur ces plateformes-là. Alors, en laissant notamment les numéros. Si vous êtes dans le besoin, si ça vous plaît en tout cas, vous prenez le numéro. C'est sur WhatsApp que vous allez échanger. Voilà, ils ne vont jamais accepter que l'appel soit en tout cas en direct. Voilà, donc vous allez échanger sur WhatsApp et puis voir les modalités de paiement et de livraison. C'est dans ça maintenant ils vont vous dire, bon, pour qu'on puisse vous livrer, il faut donner 50% du prix du produit. Voilà, si vous avez confiance, voilà, vous pouvez donner 100%. Si vous donnez les 50%, nous on vous livre. Voilà, et on récupère maintenant les autres 50% quand vous allez recevoir le colis. Voilà. On a eu des cas concernant les mini-frigos. Voilà. On a eu des cas concernant les ustensiles de cuisine. On a eu des cas concernant les appareils électroniques. Je peux dire même les téléphones. Les choses, les iPhones. Les iPhones qui coûtent excessivement très cher, que ces personnes-là mettent sur les plateformes numériques, moyennant des sommes un peu très bas. Des sommes même très bas. Voilà, pour un iPhone qui peut coûter 800 000, s'il vous dit que l'iPhone coûte 150 000, 200 000, vous voyez que d'ores et déjà vous êtes attiré par l'offre. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que ces bonnes personnes-là se font vraiment avoir par les mauvaises personnes. Par les mauvaises personnes. C'est ça. Et c'est dommage. C'est sûr que vous avez enregistré des cas. C'est si ça. On parle d'un sujet, c'est que vous avez des plaintes à votre niveau. C'est ça. Quels sont peut-être les exemples que vous pouvez nous citer? Ok. Alors, on peut dire que comme ce n'est pas une nouvelle infraction, voilà, et je pense qu'au premier semestre même, nous étions déjà à 60 personnes avec un préjudice qui avoisinait les 40 millions. Quand nous sommes allés au deuxième trimestre, on a vu que ça s'est baissé. Nous étions à une vingtaine de plaintes avec un préjudice qui n'atteignait même pas 3 millions. Ah, ça veut dire que le travail de sensibilisation voilà, passe. ça est en train de passer. Donc, mais ces temps-ci-là encore, on voit que ça est en train de revenir doucement, mais pas avec des grosses sommes. Peut-être entre 50 000, 60 000, voilà, 30 000 qui sont en train de prendre à gauche, à droite. Mais c'est énorme quand même pour le citoyen lambda. C'est très énorme. Voilà, pour ces temps qui sont un peu durs, si quelqu'un perd 60 000 francs, c'est très compliqué pour la personne. Voilà. Moi, je sais que j'ai fait des achats en ligne parce que actuellement, naturellement, on le fait. Mais moi, il faut être prudent. Moi, je sais que j'ai eu à commander souvent chez certains que je ne connais pas, mais ils ne m'ont jamais demandé de payer avant, même pas la moitié. C'est ça. Ça arrive, même si ce n'était pas de l'extérieur. Le produit arrive. J'ai déjà même eu à commander un bazin en ligne. Parce que mais le bazin, c'est quand tu le touches que tu sais si c'est le vrai ou pas. C'est vrai. Mais j'ai attendu que ça vienne dans mes bras. Le livreur m'a livré, j'ai touché mon bazin, j'ai regardé, j'ai lu le titre et tout. C'était ce que je voulais. Ensuite, j'ai payé et le livreur, j'ai appelé sur place. Je dis oui, j'ai reçu mon colis. Je vous fais le transfert et je récupère. J'ai même vérifié avant de le payer. Donc, en fait, je pense que ceux qui sont dans le e-commerce, vrais responsables, organisés, ils ont des livreurs professionnels qui connaissent leur boutique, eux-mêmes ils connaissent. Et ils peuvent même vous livrer avant que vous ne payiez. C'est ça. Vous pouvez ne pas connaître celui qui est derrière la plateforme et que cette personne prend son travail au sérieux. Vous commandez, il a son livret, il vous donne la géolocalisation, il vient devant le service et il vous montre la marchandise. Vous touchez du doigt pour voir si effectivement c'est ce que vous avez pu vraiment commander. Voilà, avant maintenant, sur place, vous faites le dépôt et le livreur prend pour lui. Et puis ça fait encore un travail de plus pour ces jeunes qui sont en train de se battre aussi dans la ville.
Oui, c'est ça. Alors, Monsieur Kwanda, quels sont les conseils pratiques pour éviter aussi de se faire avoir. Ok. Donc, c'est ce que nous étions en train de dire. D'abord, il faut que si l'offre de la marchandise semble être un peu attrayante, un peu alléchante, il faut commencer à se méfier. Ça, c'est très important. Alors, pour ce qui est de la marchandise, c'est pour le vendeur, il faut d'abord que vous vous entendez sur les modalités de livraison, les modalités de règlement et les modalités de remboursement, si toutefois vous arrivez et que le produit ne vous plaît pas. Avant qu'il n'envoie le livreur, il faut que vous vous entendiez sur ces 3 modalités-là, avant que le livreur ne puisse démarrer. Ça, c'est très important. Alors, nous avons des difficultés lorsque les gens arrivent à notre service et ils viennent déposer des plaintes. Les numéros qu'ils nous apportent, voilà, nous allons tout simplement demander. Lorsque les réseaux de téléphonie mobile appellent la population pour l'identification, pour les mises à jour, ils n'ont qu'à partir. On se rend compte que des fois, il y a des gens qui ont perdu leur CNIB et que ces cyber-escrocs-là, ils ont pris à aller payer des puces et ils utilisent ça pour arnaquer les gens. Alors, si vous partez vers ces réseaux de téléphonie mobile, ça peut être un ouf de soulagement. Voilà. On a remarqué, on a même pris des gens qui étaient à notre niveau, qui avaient des puces et pourtant, eux-mêmes, ils n'étaient pas au courant de l'existence de ces puces. Mais en l'air, non. Merci. Donc, vous voyez. Donc, ça devient un peu compliqué. Ça veut dire qu'individuellement, on peut aller à un réseau de téléphonie mobile. Je dis, bon, voilà, je m'appelle Abseta Kabouré, je veux qu'on regarde les puces qui sont identifiées à mon nom. C'est ça. Par exemple, on va vérifier pour la puce que je tiens officiellement. Après, on verra si mon nom est aussi affecté à d'autres puces. Si je ne suis pas au courant de ça, on les coupe sur le marché, tout simplement. Effectivement. Ah bon, donc, puisque je prends un exemple, une fois nous avons convoqué une dame comme ça, que après des investigations, ça s'avérait que c'est son nom qui est ressorti pour l'identification d'une puce. Quand elle est venue au niveau de la brigade, on lui a posé la question. Elle a dit que non, qu'elle a une seule puce, elle utilise la puce, ça vaut au moins 5 ans de cela. On dit non, mais à part ça, vous n'avez pas d'autres puces. Elle dit non. On dit pourtant. Donc c'est dans ce sens-là, on l'a conseillé d'aller dans les réseaux de téléphonie mobile pour voir. Elle est arrivée, elle avait au moins 5 puces enregistrées à son nom. Et pourtant, la bonne dame, elle est assise, elle n'est pas au courant. Donc, c'est dans ce sens-là, on conseille aux gens voilà, de partir. Alors, lorsque vous entendez avec le vendeur et que le livreur voilà, doit impérativement se diriger vers vous, c'est mieux de ne pas donner de l'argent. Vous attendez. Vous touchez du doigt l'article, vous vérifiez voir si c'est cet article-là que vous avez commandé, si c'est authentique, si ça vous plaît, et vous faites le paiement. Il faut toujours payer à la livraison. C'est tout ce qu'on conseille aux gens. Payez toujours à la livraison. Ne donnez pas de 50%, ne faites pas confiance derrière les réseaux sociaux, derrière l'Internet, derrière des gens que vous ne connaissez pas physiquement. Voilà, il faut toujours payer à la livraison. C'est ça. Vraiment, sur Internet, on voit du tout. Sais que même pour les mèches, les perruques, vous allez toujours voir. Par exemple, les mèches naturelles, c'est au minimum 50 000 en allant. Sinon, il y a des mèches jusqu'à 600 000 à 1 million. Mais après, on peut, à l'approche des fêtes, vous allez voir des groupes, des pages qui fusent un peu de partout, qui vont vous proposer les mèches de 50 000 à 30 000, mais qui vont toujours demander, on expédie à Ouagadougou. Nous, sinon, nous sommes ici. On expédie à Ouagadougou, si vous voulez vous payer la moitié, faites attention. Parce que alors, ce que je voulais ajouter aussi, ces temps-ci, ils changent de localité. Nos anarchaires, ils changent de localité. Alors, quand ils voient qu'ils sont harcelés dans une localité, voilà, ils changent de localité. Je veux interpeller les habitants de la ville de Tinkorogo. Je peux citer le nom. Oui. Voilà, je veux interpeller les habitants de la ville de Tinkorogo. Voilà, donc actuellement, en tout cas, ils sont vraiment harcelés là-bas. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil, voilà. Pour ceux qui ne sont pas de Tinkorogo, lorsque, en tout cas, celui qui veut vous vendre l'article dit qu'il est de Tinkorogo, qu'il peut livrer à Bobo, qu'il peut livrer à Ouara, qu'il peut livrer à Wayugia, voilà. Et ça, c'est bien qu'ils ne sont pas de bonne foi. Voilà.
Il y a de bonnes personnes qui sont à Tinkourgo, qui font le e-commerce et les gens arrivent à payer. Mais sachez bien que dans ces bonnes personnes, il y a de mauvaises personnes qui se sont affiliées à ce genre de travail aussi également. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Voilà. Merci beaucoup pour donc, ces conseils. On ne va pas oublier toujours, pour ceux qui sont victimes, de se présenter toujours au niveau de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité pour déposer leur plainte afin que nous puissions prendre le relais pour traquer ces cybercriminels. C'est important. C'est On va finir par les contacts aussi, M. Kwanda, pour ceux qui ne sont pas à Ouaga, parce que la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité se trouve à Ouaga. Effectivement. C'est à Zabdara. À Zabdara. Nous sommes à Zabdara, effectivement. Donc, on va toujours demander les contacts, aux gens de passer à Zabdara, nous déposer leur plainte. Nous avons le fixe, le 25 39 58 42. Nous avons le mail, là où nous allons demander aux gens d'aller déposer leurs plaintes pour ceux qui sont hors de Ouaga, afin que les enquêteurs puissent se saisir rapidement du dossier avant de les faire venir pour complément d'enquête. Voilà, nous avons la page Facebook, voilà, @bclcc.gov.pf, là où vraiment j'invite beaucoup de gens à aller. Et voilà, nous faisons la publication de tous les cybercriminalités que nous présentons au niveau du parquet pour répondre à leurs actes. Surtout le mode opératoire et puis quelques conseils pratiques également dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Kwanda, pour ces conseils. On marque une petite pause et on revient. Merci d'être sur la télévision de Nouvelles Idées. Merci de suivre Bonjour le Faso qui s'achève maintenant. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous revenons, Inch'Allah, demain vendredi pour un autre numéro de Bonjour le Faso quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. Allez, on se dit à demain. Portez-vous bien. Surtout, restez fidèles au programme de Savane TV. Allez, queuse.